Bonjour à tous, on va attendre encore une minute que tout le monde arrive. Ok, on va tranquillement commencer, je pense. Donc, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce troisième webinaire organisé par l'IPSL, l'Institut Pierre-Simon Laplace, dans le cadre de la Fête de la Science avec Sorbonne Université. Je m'appelle Yona Sylvie, je suis doctorante au laboratoire L'Océan, qui fait donc partie de l'IPSL. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter Éric Guilliardi, chercheur au L'Océan, qui nous parlera d'océan et de climat. Donc, Éric va faire une présentation d'une trentaine de minutes et puis on aura le temps, dans la deuxième demi-heure, d'échanger avec vous et de répondre à vos questions. Donc, vous pouvez, pendant tout du long de la présentation, poser vos questions dans l'onglet questions de GoToWebinar et je les reprendrai à l'oral pendant le temps d'échange que nous aurons en deuxième partie. Mais vous pouvez aussi, pendant la deuxième partie, si vous le souhaitez, lever la main grâce à la petite icône et je vous donnerai la parole pour que vous puissiez poser votre question de vive voix. Donc, sans plus attendre, Éric, c'est à toi. Merci Yona. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire IPSL. Donc moi, je vais avoir le plaisir, même si je ne vous vois pas, hein, je devine que vous êtes là, de vous parler d'océan, de climat et de nous. En fait, cet océan, alors je passe la suivante, voilà, en espérant que tout le monde, que ça marche bien et que tout le monde suive. Alors, cette photo, elle a été prise par les astronautes d'Apollo 8 en route vers la Lune en 1968 et elle a suscité une très grande émotion à l'époque hein, auprès des habitants de la Terre car c'est la première fois qu'on voyait notre planète en entier. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'on aurait plutôt dû l'appeler mer que Terre hein, puisqu'elle est recouverte de 70% d'océan. Et en fait, cet océan, avec mes collègues scientifiques, hein, l'IPSL, mais aussi au niveau national, international, on a montré qu'il était au cœur du climat de notre planète et que ce climat qui était si gigantesque par rapport à nous, hein, la planète est immense, et l'atmosphère, l'océan, les continents, tout ça c'est très grand, c'est en fait le résultat d'un équilibre fin, fragile et donc vulnérable. Et en fait, on s'est rendu compte, et je vous le montrerai dans l'échange qu'on va avoir, tout d'abord que l'océan, c'est un acteur des variations du climat. Pourquoi? Parce que c'est d'abord la mémoire du climat et c'est aussi un gardien de ses équilibres. Il a une très forte inertie et ça en fait donc un rouage, un acteur essentiel de la machine climatique. Et on verra ça plus en détail. Depuis 150 ans, la pression de l'homme se traduit par de la pollution, de la surexploitation et aussi par le réchauffement du climat, hein, dont je vais vous parler plus en détail. Et donc, ces impacts se traduisent par une modification de la biodiversité, aussi bien dans l'océan, mais aussi sur la surface continentale, changent le rôle climatique, on va voir ça, mais aussi affectent les nombreux services que nous rend l'océan, que ce soit aussi bien en termes de ressources que culturels, hein, il y a de nombreux aspects et on verra. Et en fait, cet océan qui est un petit peu loin de nous, qui sommes là, pour la plupart citadins,
pourquoi est-ce qu'on a un peu oublié, on vient tous de l'océan, hein, je vous rappelle, pourquoi est-ce qu'on a un peu oublié, alors attendez, je reviens, ce rôle qu'il jouait, et en fait, ça vient sans doute d'une relation un peu ambivalente qu'on a avec l'océan. D'un côté, c'est un milieu immense, hostile, hein, il y a ces images des monstres marins à différentes époques qui terrifiaient nos rêves, mais en même temps, on est aujourd'hui, les biologistes nous disent qu'il y a 1 million d'espèces inconnues encore dans l'océan. Donc c'est vraiment un milieu étrange et pas du tout habituel pour nous. Pourtant, on est très attaché à l'océan. Hein, ces images de plage, l'océan il est omniprésent dans notre culture. Et par exemple, 40% de la population mondiale, on voit ici des mégapoles, vivent à moins de 100 km de l'océan. Donc en fait, l'exploration scientifique, elle a certes relevé le défi de cette immensité, mais cette relation ambivalente, si elle est culturelle, ce n'est pas toujours le cas. Hein, il y a des exemples ici dans les peuples de Polynésie qui traversaient le Pacifique sans instruments pendant des milliers d'années. Ils avaient une relation qui n'opposait pas forcément nature et culture. Et donc, il n'y avait pas cette relation ambivalente. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui va de soi. Hein, bon, j'y reviendrai après. Mais ce contexte, c'est un peu aussi pour dire qu'on a tous une relation avec notre environnement, même si on peut discuter du mot environnement, on fait partie aussi de l'environnement, on n'en est pas détaché. D'ailleurs, on peut revenir à cette photo d'Apollo 8 hein, qui nous a un peu détachés de notre monde. Est-ce que c'était forcément la meilleure image? Et en fait, on a tous une relation. Moi, la mienne, elle a commencé sur le petit bateau de pêche de mon grand-père en Bretagne il y a quelques années maintenant. Elle s'est continuée sur des voiliers et puis, bien sûr, en tant qu'océanographe, sur des bateaux océanographes. Et donc, cette relation, que ce soit avec l'océan, mais aussi avec les forêts, avec d'autres domaines, on l'a tous. Et en fait, parfois, il ne faut pas chercher très loin pour la retrouver. Donc, cette petite introduction, pas très scientifique, je vous l'accorde, c'est aussi un moyen de dire pourquoi je suis ici devant vous. Je devrais normalement être en train de faire avancer la connaissance dans mon laboratoire. Alors, je suis dans mon laboratoire, mais je suis en train de vous parler à vous et de ne pas faire avancer la connaissance. Et en fait, il y a plusieurs raisons. D'abord parce que le fonctionnement de l'océan, de son rôle dans le climat, moi je trouve ça fascinant et partager ça. Et avec Yona, on partage ça. Et donc d'échanger avec vous, c'est toujours un grand plaisir. Et puis aussi, le climat, c'est un défi sociétal. On nous rabat les oreilles, on se demande qu'est-ce que c'est. Et donc, en tant que scientifique, on a un rôle pour participer à l'échange. Et je reviendrai aussi sur cet aspect-là. Et qui, pour moi, ça nous interroge sur les liens entre nature, culture et sur notre vision du monde. On peut aller assez loin, en fait, dans ce que ça soulève. C'est pas, je vais y revenir, le climat, c'est pas juste un problème à résoudre de plus, comme on en a à droite à gauche. C'est un défi assez fondamental. Alors, je prends ma casquette de scientifique pour partir dans la machine climatique et comment elle fonctionne. Donc ici, imaginez que j'ai amené une terre devant vous, une sphère de 1 mètre, et j'en fais une section. Donc ici, vous avez l'axe de rotation de la Terre hein, en vertical et l'équateur en bas. Donc ça, très stylisé, vous avez le centre de la Terre, la croûte terrestre, l'océan, l'atmosphère, les surfaces continentales, la glace de mer, etc. Alors évidemment, ce n'est pas du tout à l'échelle, parce que si, imaginez que j'apporte une sphère de 1 mètre de diamètre devant vous, l'épaisseur combinée de l'océan et de l'atmosphère sur cette sphère de 1 mètre, c'est moins d'1 millimètre. Donc c'est vraiment une couche très fine, et c'est pour ça donc on va pouvoir en fait la perturber, même si pour nous ça nous semble gigantesque. Alors, la source d'énergie de ce système, vous la connaissez, la voilà qui arrive, c'est le Soleil. Et ce Soleil, donc, alors là aussi c'est pas l'échelle, hein, il y a 150 millions de kilomètres entre le Soleil et la Terre, mais vous voyez qu'un rayon de Soleil qui arrive près de l'équateur se dépose sur une plus petite surface qu'un rayon de Soleil qui va arriver aux plus hautes latitudes ici. Du coup, la quantité d'énergie par unité de surface est plus importante au pôle. Pardon, loin des pôles, c'est-à-dire près de l'équateur, elle est moins importante au pôle. Par contre, si cette fois-ci on s'intéresse à la perte d'énergie de la Terre, ce qu'on appelle le rayonnement infrarouge, hein, tout corps chauffé émet
de la chaleur en retour, cette perte et ce rayonnement est à peu près constant sur l'ensemble de la planète, ce qui fait que si on fait un bilan entre ce qui arrive et ce qui part, donc en jaune, vous avez la quantité d'énergie qui arrive par unité de surface, donc on a vu qu'elle est maximale à l'équateur, elle arrive presque à zéro au pôle Nord, vous savez qu'en 6 mois, au pôle Nord, il n'y a pas de soleil. Par contre, ce qui part, vous voyez, est à peu près constant. Donc si on fait un bilan, on s'aperçoit que dans la zone tropicale, on a un gain, et dans les plus hautes latitudes, on a une perte. Alors, s'il ne se passait rien, les tropiques chaufferaient de plus en plus et les hautes latitudes se refroidiraient de plus en plus. Alors, on sait que ce n'est pas le cas. Et ce qui fait que ce n'est pas le cas, c'est que l'océan et l'atmosphère, de façon combinée, transportent l'excès d'énergie des tropiques vers les plus hautes latitudes et ramènent de l'air et de l'eau plus froide vers l'équateur. Donc ça, c'est vraiment la base de la machine thermique climatique. Alors, une énorme machine, donc fortement contrainte par le Soleil, d'où les saisons, bien sûr, aussi, hein, avec l'orbite de la Terre autour du Soleil. Donc ça, c'est la base hein, de la machine climatique. Alors, souvent, le climat, on l'a vu en géographie à l'école, hein, surtout pour les plus âgés d'entre nous, même si les programmes scolaires évoluent, et ça, c'est une bonne nouvelle. Et en fait, la grande découverte de ces dernières décennies, ça a été de se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas des climats figés et la planète, c'est un ensemble dynamique qui bouge. Ici, vous avez une animation de la couleur de la mer sur la mer et aussi sur les continents. On voit les saisons qui évoluent, la couverture de neige ou de glace de mer qui change. La couleur dans l'océan, c'est la quantité de phytoplancton, c'est-à-dire l'activité biologique, d'une certaine façon, hein, qui témoigne de l'activité biologique. On voit qu'elle peut être très forte le long des côtes, par contre, des régions subtropicales assez pauvres dans l'océan. Mais donc, ça, c'est vraiment je pense que c'est important de comprendre le climat comme un ensemble de flux et de cycles qui interagissent, de nombreux, une grande complexité, mais extrêmement dynamique. Alors, climat, je pourrais en parler très longtemps, on n'a pas beaucoup de temps ensemble, et vous aurez des questions, je suis sûr, mais voilà, c'est pour moi baser cette notion. Alors maintenant, le réchauffement du climat. Vous savez que la Terre se réchauffe, nos mesures et nos évaluations basées à partir des observations et de différents indicateurs nous disent que la Terre s'est réchauffée d'à peu près 1 degré en 150 ans, même 1,1 maintenant. Hein, et ici, vous avez l'évolution annuelle de chaque carré noir des températures depuis 1880 à 2020. Alors pourquoi 1880? Parce que c'est le moment où on a suffisamment de thermomètres sur la Terre pour avoir une valeur globale qui est un sens. En rouge, vous avez des variations à l'échelle décennale, donc qui nous indiquent aussi qu'il n'y a pas juste des variations d'une année sur l'autre, comme on peut voir, mais aussi des variations plus lentes. Et puis, depuis la fin des années 70, cette augmentation continue qu'on voit ici, qui est donc ce fameux réchauffement climatique. Mais pour pouvoir détecter un tel réchauffement et l'attribuer aux activités humaines, d'abord il a fallu qu'on comprenne comment le climat variait. Donc ici, vous voyez des variations d'une année sur l'autre, des variations à l'échelle plutôt pluriannuelle, voire décennale, des changements, des variations liées à un impact externe, qui ici va être l'impact humain. Et donc, on s'intéressait à comprendre ce qui faisait varier le climat de façon, ici, je vais vous parler de la partie, ce qu'on appelle externe, ça veut dire ce que les scientifiques définissent comme externe, le soleil, un exemple, les éruptions volcaniques. Alors, on peut dire, mais les volcans, c'est sur la Terre, oui, mais on ne les considère pas faisant partie du système climatique. Et puis, les gaz à effet de serre, hein, dont le CO2, mais il y en a d'autres, le méthane. Donc, comment ces différentes sources de variation du climat l'affectent? Alors, d'abord, une éruption volcanique. Je vais prendre l'exemple. Donc, ici, j'ai rajouté un volcan sur mon diagramme. Et en fait, en général, quand par exemple, je suis devant une classe, je pose la question, est-ce qu'à votre avis, une éruption volcanique réchauffe ou refroidit le climat? Donc, il y a 20 mains qui se lèvent en disant, ah, monsieur, ça réchauffe le climat parce qu'un volcan, c'est chaud. En fait, non. Et je suis sûr que vous êtes nombreux à le savoir, une éruption volcanique, ça refroidit le climat. Pourquoi? Parce qu'il y a des particules qui partent dans la haute atmosphère et qui vont faire effet parasol. Donc, on a un impact de refroidissement qui va jusqu'à un demi-degré au niveau global. Hein, donc, c'est loin d'être significatif et durer 1 an à 2 ans suivant l'intensité de l'éruption volcanique. Alors, ensuite, autre exemple hein, de variation externe, les gaz à effet de serre, ces fameux gaz à effet de serre. Comment ça fonctionne? Alors, par exemple, je vous ai dessiné quelques molécules de dioxyde de carbone ici dans l'atmosphère.
Donc, vous le savez, les rayonnements solaires qui arrivent de l'espace pénètrent pour une grande partie jusqu'au sol. Hein, c'est ces flèches en pointillés jaunes que vous avez ici. Alors, pas tout, il y a un peu de réflexion, mais ça arrive jusqu'au sol. Le sol, à la fois la surface de l'océan et le sol se réchauffent, réémet réémet de la chaleur vers le haut. Et cette chaleur, qui a une différente longueur d'onde, cette fois-ci, l'atmosphère n'est plus transparente. Ces fameux gaz à effet de serre vont l'absorber, la renvoyer vers le sol, etc. Donc cet effet de garder la chaleur et de la renvoyer, c'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Et c'est ce qui fait que la chaleur va rester proche du sol plutôt que de repartir dans l'espace. Donc, un gaz à effet de serre augmente la température proche de la surface. Hein. C'est comme si vous avez vous êtes dans une pièce froide, vous avez une couverture sur vous, la chaleur que votre corps émet, la couverture vous la renvoie. Hein, donc elle vous garde au chaud. Donc le gaz à effet de serre, c'est une espèce de couverture, alors un peu bizarre, transparente, très grande, mais ça fonctionne comme une couverture. Donc on comprend bien que si on augmente la quantité de gaz à effet de serre, on augmente l'épaisseur de la couverture et en dessous, il fait plus chaud. Alors, cet effet de serre, il est fondamental. Sans lui, la température de la Terre ne serait pas en moyenne de 15 degrés, comme on a aujourd'hui, mais de moins 18. Hein, donc, il est fondamental. Alors, plus de 15 degrés aujourd'hui. En 1850, il était plus de 14 degrés. Hein, donc, on a augmenté d'1 degré. Et tout l'enjeu, c'est jusqu'à combien, avec quelles conséquences. Alors, là, je vous ai illustré brièvement donc, ces différents impacts du Soleil, des éruptions volcaniques et des gaz à effet de serre, mais il y a aussi des variations internes du climat. Vous vous souvenez, mes petits carrés d'évolution de la température, ça varie d'une année sur l'autre, ou alors à l'échelle décennale. Donc, un exemple de variation interne, et là, on retrouve l'océan acteur de ces variations lentes du climat, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le phénomène El Niño. Donc, El Niño a lieu dans le Pacifique tropical. Donc, ici, vous reconnaissez l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, un continent. Et vous voyez une langue de réchauffement qui s'étale plutôt dans l'est du Pacifique, le long de l'équateur, et aujourd'hui qu'on comprend bien comme une anomalie du couplage entre l'océan et l'atmosphère. Ça veut dire que si on fait un peu un éclaté du Pacifique, donc ici vous avez la profondeur dans l'océan, l'altitude dans l'atmosphère, donc on a autour de l'Indonésie, dans l'ouest du Pacifique, cette piscine d'eau chaude indonésienne où l'eau est supérieure à 30 degrés. Par contre, dans l'est du Pacifique, on a des eaux plus froides, qui vont plutôt entre 22 et 25, et qui vont correspondre à des remontées d'eau froide qui viennent d'en dessous. Et sur cet ensemble, dans l'atmosphère, on a des alizés qui soufflent d'est en ouest, et au-dessus de la piscine d'eau chaude, de la convection atmosphérique, il pleut énormément, des eaux très chaudes, des pluies très chaudes, il pleut beaucoup d'évaporation. Voilà. Donc ça, c'est la situation normale, et dans l'océan, on a des eaux plutôt chaudes en surface à l'ouest, près de l'Australie et de l'Indonésie, et par contre plutôt fraîches le long des côtes du Pérou-Chili, ce qui permet d'ailleurs beaucoup de pêche le long des côtes du Pérou-Chili. Les années El Niño, le système se dérègle. Les eaux chaudes commencent à revenir dans le centre du Pacifique. Du coup, oui, ce que j'ai oublié de vous dire ici, c'est que cette différence de température, ça fait une différence de pression est-ouest dans l'atmosphère, et ça entraîne les alizés. Donc on a ce qu'on appelle un couplage entre le sol et l'atmosphère. Maintenant, si, pour des raisons diverses, on réchauffe un peu plus vers le centre et l'est, il y a moins de différence de température, du coup il y a moins d'alizés, voire même ils peuvent se renverser. Donc on a des anomalies de vent. Du coup, la convection atmosphérique se déplace dans le centre, donc sécheresse, Philippines, Indonésie, Australie. Les alizés sont affaiblis, du coup on a moins de remontées d'eau froide le long des côtes d'Amérique du Sud, et la pêche s'arrête, par exemple, au Pérou et au Chili. Donc ça, c'est un phénomène qui existe depuis des millions d'années, et qu'on peut mesurer en prenant l'anomalie de température dans cette région est du Pacifique. Et donc, vous voyez des années où on va plutôt avoir des anomalies de 1, 2, jusqu'à 3 degrés Celsius, ce qui est beaucoup pour ces grandes régions de l'océan, certaines années, ça va durer un an à peu près. Donc, vous voyez 82, 83, 87, 98, 2015, 2016, phénomène El Niño. Alors, on a aussi la petite sœur d'El Niño qui s'appelle la Niña. Là, au contraire, c'est un état normal un peu plus fort que d'habitude, des alizés plus forts, donc plus d'eau froide qui remonte, et là, on a des anomalies plutôt froides dans cette région. Alors, le Pacifique, c'est à peu près, l'océan Pacifique, c'est à peu près la moitié de la surface de la planète. Les tropiques, c'est la moitié de la surface de la Terre, donc la moitié de la moitié, ça fait un quart. Donc quand il y a El Niño, ça affecte un quart de la planète. Et si on revient à notre courbe, vous voyez que ces carrés ici, qui étaient des maximums locaux, ils étaient liés à des événements, à nos événements El Niño extrêmes, pardon. En particulier, là, il y en a eu un, le dernier en 2015-2016 qui nous a fait
dépasser le degré. Ensuite, il y a des années normales, voire plus froides, comme la Niña, où ça redescend, etc. C'est pour ça que c'est important quand on parle de réchauffement ou de climat, de moyenner sur de nombreuses années, pour pouvoir s'affranchir de la variabilité, comme on dit, interne du climat, et de voir des tendances qui vont être liées à d'autres phénomènes, en particulier au réchauffement du climat. Alors, ça, c'est des variations de données sur l'autre, mais il y a aussi des variations à l'échelle décennale, où là, ça va faire intervenir la dynamique de l'océan, les grands courants océaniques, qui vont aussi mettre en place ces variations. Donc là, on voit vraiment le rôle de l'océan dans ces variations lentes du climat. Alors, vous me direz, vous aurez raison, 150 ans, c'est un peu court. Parce que là, le climat, la Terre a 4 milliards d'années, est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres moments où ça variait de la même façon, où on avait des variations qui ne seraient pas forcément liées à nos activités? Alors, pour mener cette enquête, on a été assez loin. On est parti en Antarctique. Alors, pourquoi l'Antarctique? L'Antarctique, c'est en fait un endroit où la neige s'accumule, alors très peu, quelques centimètres par an, qui forment quelques millimètres de glace qui s'accumulent chaque année. Et donc, il y a des zones de l'Antarctique où il y a jusqu'à 3000 mètres d'épaisseur de glace, et donc ils vont constituer une archive extraordinaire. Donc, il faut monter une expédition, aller là-bas, faire un forage où on va récupérer des carottes de glace que vous avez là, et ça peut à peu près, vous voyez, 10 cm de diamètre. Il y a un carottier, il faut percer jusqu'à 3000 mètres de profondeur, donc c'est un exploit technologique. Et ensuite, on ramène ces carottes de glace dans notre institut, par exemple. Il y en a certaines, ou alors à Grenoble, qui sont dans des grands frigos à Gif-sur-Yvette, au sud de Paris. Et ces carottes sont intéressantes parce qu'à l'intérieur, il y a des bulles d'air. Et en fait, c'est des bulles d'air qui ont été séquestrées quand la glace s'est formée. Et donc, ces bulles d'air, on peut les analyser et repartir très loin en arrière, parce que quelques millimètres par an sur 3000 mètres, ça fait beaucoup d'années. Et on remonte ici presque jusqu'à 1 million d'années, vous voyez, à 800 000 ans. Alors, ça, c'est les courbes de nos collègues paléoclimatologues, où le présent, aujourd'hui, on est là, et on part dans le passé en arrière jusqu'à atteindre 800 000 ans. Et donc, la courbe bleue, c'est la courbe de dioxyde de carbone, qui est mesurée en particules par million en volume, la ppmv, unité un peu barbare, qui aussi, entre eux, on voit 180 et 280 particules par million en volume. Alors, ces oscillations, maintenant, on le sait, sont liées à des périodes glaciaires, une période froide où il va y avoir moins d'activité, une période plus froide avec moins d'activité biologique sur la Terre, et donc un niveau de dioxyde de carbone moins élevé. Des périodes chaudes, qu'on appelle interglaciaires, où là, on va avoir à peu près 280 particules par million. Alors, le dernier maximum glaciaire était, et vous voyez hein, donc le lien avec les périodes chaudes et froides, ça c'est la température en Antarctique, hein, ces anomalies. Alors bien sûr, c'est des températures en moyenne qui sont plus froides, mais ça c'est des anomalies que vous avez ici. Donc le dernier maximum glaciaire était il y a 20 000 ans à peu près, et donc ça c'est 1850, et en l'espace de 40 ans, on est passé ici en dioxyde de carbone. Donc vous voyez, alors d'ailleurs on a dépassé aujourd'hui les 400, on est à peu près à 407 particules par million en volume. Et donc, c'est-à-dire plus 40% l'espace de 150 ans. 150 ans sur ce type de graphe, c'est l'épaisseur du trait. Donc en fait, on est en train de faire une expérience en grandeur nature, parce qu'on comprend très bien d'où viennent ce CO2 additionnel. C'est l'extraction des énergies fossiles, donc charbon, pétrole et puis ensuite gaz, qui était du carbone stocké dans le sous-sol sous forme fossile. On a extrait, qu'on a brûlé, du carbone avec de l'oxygène, ça fait du CO2, et donc il part dans l'atmosphère. Voilà. Donc, alors, aujourd'hui, on est une autre façon de représenter l'augmentation de la température. Donc, c'est la partie gauche du graphe. Chaque barre, c'est la température. Alors, plus on est rouge, plus on a une anomalie positive. Donc là, aujourd'hui, on est ici, on a plus 1 degré. Et donc, vous voyez des variations du climat dans le passé. Il y a des périodes un peu plus froides, un peu plus chaudes. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, on travaille sur 2 scénarios idéalisés. Un où on continue à émettre des gaz à effet de serre, on arrive à un réchauffement qui peut atteindre 4 degrés à l'horizon 2100, et un autre où on agit résolument, on peut limiter à plus de 2 degrés ou plus 1,5 degré, plus 2,5 degrés. On pourra discuter de ces scénarios après. Alors, vous allez me dire plus 1 degré, plus 2 degrés, là on chipote, là, parce que même journée, hein, il y a 2-3 semaines, il y avait des variations de presque de 20 degrés dans une même journée. C'était incroyable, hein, les variations qu'on a eues de 15 degrés pendant plusieurs jours, entre la nuit et le jour. Mais en fait, on va prendre une analogie qui est votre température à vous.
Plus 1 degré, vous avez 38 de fièvre. Hein, la température normale, c'est 37, on rajoute 1 degré. Alors 38, il faut dire, bon, les plus costauds d'entre nous vont se dire, bon, allez, je prends le risque, hein, je vais quand même travailler parce que j'ai besoin et puis je ne suis pas si fatigué que ça. Par contre, les enfants, bah, ils vont commencer à rester à la maison, etc. Plus 2 degrés, ce scénario-là, 39, là, ça commence, c'est autre chose. Hein. Et plus 4 degrés, alors là, 41, si vous êtes encore en vie, vous êtes en réanimation à l'hôpital. Donc, tout ça pour dire que chaque demi-degré, chaque degré va compter et va avoir des impacts qui vont pas forcément, c'est-à-dire sur la moyenne, mais on va le voir après sur des extraits. Alors, donc, ça va être vraiment, et ça va être la fin de ma présentation, hein, c'est important de tenir compte du climat, puisque c'est dans le climat qu'on connaît, qu'on vit, qu'on s'est développé, que notre écosystème qui nous soutient et avec lequel on est plus ou moins en symbiose, fonctionne aussi. Donc revenons à l'océan. L'océan, du fait de sa forte inertie, absorbe aujourd'hui 90% de la chaleur additionnelle liée à l'effet de serre, à nos émissions de gaz à effet de serre. Donc l'océan, c'est notre ami dans ce combat. C'est-à-dire sans l'océan, qui est un puits, donc à la fois de chaleur et de carbone, on ne serait pas à 1 degré de réchauffement, mais bien plus. Donc c'est vraiment un allié dans notre bataille. Mais cette protection, elle a un prix. D'abord parce que quand on augmente la température de l'eau, elle se dilate, donc le niveau de la mer monte. Quand on augmente la température de l'air, les calottes polaires, c'est-à-dire la glace posée sur les continents fond, et ça fait aussi par ruissellement augmenter le niveau de la mer. Par contre, point important, la glace de mer qui flotte, elle, sur l'océan, quand elle fond, elle ne fait pas changer le niveau de la mer. Si vous faites fondre un glaçon dans un verre d'eau, le verre d'eau, il va pas déborder. Donc tout ça se conjugue pour ici, derrière, en carte de fond, c'est l'augmentation du niveau de la mer de 1992 à 2014, hein, donc sur à peu près 20-25 ans, qu'on mesure aujourd'hui bien par satellite. Et ce qu'on observe, c'est depuis 1900, alors là pas par satellite, en prenant des marégraphes, en prenant un certain nombre d'autres indicateurs directs ou indirects, on a une augmentation d'à peu près 15 cm au niveau de la mer globale depuis 1900, qui s'accélère sur ces dernières années. Alors, si on se projette à l'avenir, suivant les deux scénarios, le plus 2 degrés nous dirait qu'on augmenterait entre 30 et 60 cm de plus, et le 4 degrés entre 60 et 1 mètre, avec aussi des scénarios sur plusieurs centaines d'années, puisqu'une calotte polaire qui commence à se déstabiliser, ça peut prendre plusieurs années pour fondre, qui pourrait atteindre plusieurs centaines d'années, pardon, pour fondre justement, pas quelques années, pourrait atteindre jusqu'à 5 mètres de hauteur. Donc ce niveau de la mer, il a un impact à travers les extrêmes. Typiquement, une côte basse ou une île basse, si une tempête vient et fait monter le niveau de la mer de 2 mètres par les vagues et la dépression qui est liée à l'anticyclone, ça va faire des dégâts extrêmement importants, mais aujourd'hui, typiquement, ça va arriver tous les 100 ans. Si le niveau de la mer il monte de 50 cm, il n'y aura plus besoin que d'une tempête qui fait monter d'1,50 m. Et si ça monte d'1 mètre, il n'y aura plus besoin que d'une tempête qui fait monter le niveau de la mer de 1 mètre. Et donc, ça va rendre plus vulnérable aux extrêmes. Et donc, on va avoir des impacts extrêmes qui, au lieu d'arriver tous les 100 ans, vont arriver tous les 30 ans, tous les 10 ans, voire même dans certains cas tous les ans. Donc, c'est vraiment à travers cet impact sur les extrêmes que ce niveau de la mer pose souci, il va falloir tenir compte. Autre impact sur l'acidification, quand il y a un réchauffement, quand il y a une absorption de CO2, l'océan devient plus acide et du coup, un certain nombre de squelettes, soit de petites bêtes qui arrivent dans l'océan, soit d'algues, soit d'animaux qui ont une structure en calcaire, vont avoir plus de mal à constituer leur structure de calcaire. Vous mettez un coquillage dans du coca, il se dissout très vite. Et c'est un peu ce qui se passe dans l'océan, avec aussi un impact sur les vagues de chaleur océaniques. Les vagues de chaleur marines ou océaniques, leur fréquence a été multipliée par 2 en 40 ans, avec des impacts, vous voyez ici, sur les coraux, qui ont moins de temps pour récupérer après une vague de chaleur marine. Voilà, aussi l'acidification qui a augmenté de 20 à 30%, donc 0,1 de pH. Alors ça peut sembler pas beaucoup, mais pour ceux d'entre vous qui connaissent, c'est une échelle logarithmique, donc c'est quand même beaucoup.
Alors, l'autre impact, c'est que du coup, cette fois-ci, continuant sur la vie dans l'océan et la biosphère, c'est que les espèces, elles se déplacent. Elles vont chercher des conditions de température, de salinité, d'oxygène, et de nourriture qui sont optimales pour elles. Donc, on observe à peu près 5 km par an de déplacement vers les pôles. Donc, il y a de nombreux autres exemples, je ne vais pas tous les passer en revue, mais tout ça pour qu'on se rappelle que l'océan nous fournit de nombreux services, que ce soit des services de régulateurs, par exemple au niveau du climat. Sans l'effet tampon de l'océan, le réchauffement climatique serait bien supérieur. On sait aussi que le climat continental est plus doux, permet à certaines plantes de pousser, et plus doux pour la santé, meilleur pour la santé de certaines personnes. Ça nous fournit aussi des services de ressources, qu'elles soient liées à la pêche, aux poissons, ou à des substances pour la médicale, le transport, etc. Et puis des services culturels, il ne faut pas oublier. Pour certaines populations, l'océan a un rôle extrêmement important. On parlait des Polynésiens tout à l'heure, mais aussi au niveau touristique, au niveau des valeurs de chacun. Et donc voilà. Donc forcément, ces changements vont avoir un impact majeur sur les écosystèmes et sur nos sociétés. Alors, toujours se pose la question de que faire. Souvent, je sais que vous êtes nombreux à vous les poser. Il y a deux types d'actions qu'on peut faire. Et classiquement, ce qu'on appelle la mitigation, c'est-à-dire limiter nos émissions de gaz à effet de serre, et puis il y a l'adaptation. Alors, on va revenir sur les deux, mais peut-être commencer par l'adaptation au niveau de la mer. Au niveau de la mer qui monte, il y a plusieurs façons de s'adapter. Il y a de construire des protections, alors soit des digues, soit de replanter des mangroves, par exemple, dans des îles où elles ont été coupées, qui forment des protections contre les événements extrêmes. Il y a adapter le bâti, construire des maisons sur pilotis. Il y a, par exemple, de développer des cultures qui vont pouvoir résister à des intrusions d'eau de mer régulières, qui arriveraient plus souvent. Mais il y a aussi des solutions de repli, d'abandon, de migration. Vous avez peut-être encore en tête cet immeuble qui a été abandonné à Soulac-sur-Mer en 2015, qui a défrayé la chronique, en fait, qui avait été construit à plusieurs centaines de mètres du bord de la mer il y a 30 ans. Et voilà, un grignotage de l'endroit. Alors, il nous reste pas beaucoup de temps. Le changement climatique, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le seul défi. Les objectifs de développement durable, il y a 17 défis qui sont tout autant fondamentaux pour nous les humains, que peut être les inégalités, de pouvoir se nourrir, d'avoir accès à de l'eau potable, l'éducation, etc. L'autre chose que je veux dire, et ça c'est vraiment important, c'est que les scientifiques n'ont pas la solution. D'ailleurs, même, est-ce que le mot la solution ou les solutions, est-ce que c'est la bonne façon de voir les choses? Je vais y revenir. C'est tous ensemble qu'il faut réfléchir à ça. Une autre façon de voir les choses, c'est les risques. Quels risques nous sommes prêts à prendre? On peut, par exemple, voir qu'on a 3 grandes familles de risques. Un premier risque où, en fait, on va laisser l'environnement se dégrader, un chauffement qui devient plus grand que 2 degrés, la biodiversité qui baisse, avec des crises plus graves à gérer. Un autre risque qui est un leg aux prochaines générations, avec ces générations qui risquent d'avoir des options de plus en plus radicales et risquées, par exemple des géo-ingénieries ou de sortir d'un mode de fonctionnement démocratique. C'est des options assez radicales et risquées. Ou alors une transition qui serait trop rapide pour nos systèmes économiques, financiers, pour nos cultures. Et bien sûr, l'élaboration du niveau de risque, elle doit se faire du niveau de risque acceptable, elle doit être faite de façon collective. Et il y a plein d'exemples. L'accord de Paris en est un, la Convention citoyenne pour le climat en est un autre. Un autre exemple que je trouve très intéressant, c'est le rapport à Climatera, qui, au niveau local, a permis à de très nombreux acteurs au niveau local de s'emparer de ce que voulait dire le défi climatique environnemental pour eux. Et donc, cette appropriation locale, il y a plein d'exemples, on est en train d'en démarrer un dans la région Île-de-France, il y a plein d'exemples pour sortir parfois de débats un peu stériles ou caricaturaux, de prendre le temps, un format Grenelle, de prendre le temps, la Convention pour le climat, de s'approprier, de voir ce qui est important pour nous, le niveau de risque qu'on est prêt à accepter, de voir différents scénarios, et puis de faire de l'aide à la décision du politique dans un cadre
le plus consensuel possible, puisque tous les éléments de la société auront été pris en compte. L'autre aspect important dans lequel on s'implique beaucoup à l'IPSL, c'est l'éducation. On a créé cet Office for Climate Education qui fournit des ressources pédagogiques aux professeurs, et donc qui est aujourd'hui sous l'égide de l'UNESCO. Donc là aussi, il y a un rôle des scientifiques avec les pédagogues d'essayer de fournir les meilleures ressources pour aider à la formation des jeunes. Il y a un certain nombre de ressources que vous pouvez retrouver sur le site web de l'OCE. Alors, pour finir, je voudrais poser la question, alors là j'enlève ma casquette de scientifique, et c'est vraiment pour démarrer la discussion, c'est est-ce que le changement climatique est juste un problème à résoudre? Comme on voit souvent, chacun arrive avec sa solution, son machin. Et il me semble, moi, que c'est de plus en plus quelque chose comme les droits de l'homme ou la démocratie. C'est quelque chose dont on doit tenir compte, qui doit être une préoccupation constante, mais il n'y a pas une solution où on ne sait pas, c'est pas juste un problème où on n'a pas encore mis en place la solution, mais on la connaît. Hein, et tout ça pour dire que ça implique aussi quel récit on veut donner à nos sociétés et quelle valeur on met en jeu. Et je trouve qu'un moyen assez approprié de parler de ceci est de penser à des mythes. Hein, les mythes, ce n'est pas quelque chose qui est vrai ou faux ou mal, c'est juste une façon de voir le monde. Et en fait, ce problème climatique peut se voir à travers plusieurs mythes. Par exemple, le mythe du paradis perdu, la nostalgie du passé, le retour à la nature. On voit certaines personnes qui réagissent face à ces défis de cette façon. L'autre, c'est l'apocalypse, bien sûr, la peur de l'avenir, la collapsologie, de dire, bon, bah, tout est fichu, l'horloge des physiciens atomiques à minuit moins 100 secondes, etc. Donc, c'est une façon de voir, et je suis sûr que vous connaissez des gens autour de vous qui auront plutôt cet angle. L'autre, c'est le mythe de Babel, le désir de contrôle, cette espèce de fierté de l'humanité, de tout ce qu'on sait faire, au niveau technologique, tous les défis qu'on a su relever, qui est une fierté souvent justifiée d'ailleurs, hein, mais qui peut amener, le mythe de Babel, c'est cette tour qu'on construisait jusqu'aux cieux pour être à l'égal des dieux. Évidemment, c'est la fin de l'histoire, ça n'a pas très bien marché, et avec les risques de la géo-ingénierie, on en parlait, du scientisme. Donc ça aussi, c'est une vision par laquelle on peut aborder le défi climatique. Et une autre, c'est la quatrième que je mets, mais il y en a certainement d'autres, hein, c'est plus pour illustrer mon propos, la célébration du jubilé. Donc ce jubilé, c'était, vous vous souvenez peut-être, c'est un peu l'instinct de justice, hein, c'était un moyen, donc ça c'est l'Ancien Testament, hein, de tous les 50 ans, de remettre les compteurs à zéro, de libérer tous les esclaves, de redistribuer les terres auprès de tout le monde. Hein. Donc c'était vraiment ce désir, cet instinct de justice. Et en fait, ces mythes, ça nous permet de voir plusieurs récits, plusieurs valeurs. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est juste des angles différents. Parfois, chez chacun d'entre nous, plusieurs se combinent. Mais c'est des clés pour nous inviter à réfléchir à cette crise. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, en japonais et en chinois, le mot crise, c'est le même mot que pour opportunité. Et en fait, moi, je suis de plus en plus convaincu, et j'aimerais beaucoup échanger avec vous là-dessus, que c'est une opportunité unique qu'on a pour réfléchir à ce qu'on veut vraiment, c'est quoi le projet de l'humanité, quels sont les rapports sciences, politique, culture, le rôle, c'est quoi la nature, pourquoi on l'a séparé de la culture ou pas, enfin, tous ces débats. Et cette fascination des astronautes et de nous tous sur ces visions du globe, est-ce que ça n'a pas été un aveuglement collectif en nous sortant un peu, en nous donnant l'impression qu'on est en dehors de la Terre? Et peut-être qu'une image meilleure, c'est des images de réseau. Et on n'est pas dans l'espace à contempler une bille bleue, on est à l'intérieur de réseaux qu'on ne maîtrise pas forcément, on est un des rouages. Et donc de réapprendre ça, je pense que c'est important. Et réapprendre ça, ça suppose, et toutes les perceptions et valeurs qu'on a, il y a besoin de prendre le temps d'élaborer, de s'approprier de façon commune, élaborer un nouveau récit collectif. C'est refaire de la politique, vraiment dans le sens premier du terme, de réfléchir et pas de la... Voilà, souvent la politique, c'est un spectacle qui n'est pas forcément très intéressant, mais je pense que de s'approprier collectivement, de trouver des lieux locaux, en petits comités, de plus en plus grands, pour avancer. Parce que je suis vraiment convaincu que voilà, la façon la plus dure de prévoir l'avenir, ça reste de l'inventer. Et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup de votre attention.
Merci Eric. Écoutez, on va pouvoir passer à une séance de questions-réponses et d'échanges. On a une bonne vingtaine de minutes. Donc, je vois qu'il y a déjà des questions sur le. Je vois qu'on a déjà des questions. N'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Donc, on commence par des questions plus sur des détails de la présentation, si c'est OK pour toi, Eric. Donc, il y en a une première sur un demande un peu plus d'explications sur les convections atmosphériques et l'impact de El Niño sur le climat. Oui, alors en fait, la convection atmosphérique, c'est des nuages très hauts qui vont atteindre 10 km de haut. Et pour ceux d'entre vous qui ont été dans ces régions où il y a de la convection atmosphérique, alors typiquement, ça va être dans l'ouest des bassins océaniques, donc au-dessus de l'Indonésie et par exemple au-dessus de l'Atlantique Ouest. Hein, c'est un endroit où il va pleuvoir en général en fin de journée énormément d'eau. Voilà. Donc ça fait partie, il y a des saisons, aussi des saisons où ces pluies ont lieu, donc ça fait vraiment partie de la vie de ces régions. Hein, la récolte de riz de l'Indonésie dépend énormément des pluies qu'il y a. Donc quand il y a El Niño, en fait, ces zones de convection atmosphérique, de pluie forte, se déplacent en longitude. On se rapprochait par exemple du centre du Pacifique, mais il y a aussi des impacts sur l'ensemble des tropiques. J'en ai pas parlé, mais on va avoir aussi des impacts sur l'Afrique de l'Est, etc. Et donc, ces régions, typiquement en Indonésie, quand il y a El Niño, la récolte de riz peut être divisée par deux, puisqu'il pleut moins. Donc, hein, voilà. Donc c'est des impacts, et ce déplacement est vraiment lié à cette énorme masse d'eau chaude qui va revenir vers le centre du Pacifique et entraîner avec elle cette convection atmosphérique. Ok, super, merci. Donc, on a une deuxième question sur quelqu'un qui n'a pas tout à fait compris le lien entre l'analyse du carbone piégé dans les carottes, extraites de la glace en Antarctique, et l'analyse de l'évolution de la température globale. Alors, effectivement, c'est une bonne question, puisque j'ai montré que c'était corrélé, mais en fait, la première réponse, c'est un des premiers diagrammes que je vous montrais. Si on augmente la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, en dessous, ça réchauffe. Donc ça, c'est une théorie qu'on connaît depuis, qui est bien connue, c'est la physique bien connue depuis la fin du 19e siècle. Alors, ce qu'on a fait aussi, c'est on a pris des modèles de climat, des modèles numériques informatiques du climat, où on va essayer de reproduire le climat, la température moyenne de la Terre observée, tel que je vous montrais, avec et sans l'effet humain. Et en fait, jusque dans les années 60, on n'est pas trop loin des observations, mais pour pouvoir reproduire l'augmentation de la fin des années 70 jusqu'à maintenant, il faut rajouter cet effet de dioxyde de carbone. Donc c'est ça. Alors il y a de nombreux autres indices qui nous permettent de dire que cette augmentation brutale, plus 40% en 150 ans de dioxyde de carbone, est responsable du degré de réchauffement qu'on observe. Alors justement, sur ce réchauffement de 1 degré qui est observé, il y a une question sur quid de l'incertitude des thermomètres des années 1800, enfin, en tout cas du pré-industriel, au regard des 1 degré d'augmentation en 150 ans. Alors effectivement, plus on part dans le passé, plus il y a des incertitudes. Aujourd'hui, ces incertitudes sont bien plus basses que le degré de réchauffement qu'on a. Et d'ailleurs, bon, je ne l'ai pas montré là, mais on peut partir sur les 2000 dernières années dans l'hémisphère nord, aussi en température de l'hémisphère nord, en utilisant des thermomètres indirects qui vont avoir des barres d'erreur encore plus importantes. Par exemple, l'analyse chimique des arbres, dans les cernes de croissance d'arbres, l'analyse des stalagmites dans les grottes, l'analyse des coraux. Et ça, c'est des moyens qu'on a pour reconstruire. Alors, ça nous fait différentes courbes de reconstruction, des incertitudes assez fortes, mais dans aucun cas, les incertitudes, elles ne vont jamais dépasser 0,1 degré au niveau global. Donc là, quand on est à 1 degré de réchauffement, on est largement au-delà de ces incertitudes. Donc maintenant, une question sur la montée du niveau de la mer. On se demande si on connaît, est-ce qu'on sait s'il y a une région qui va monter plus que d'autres? Donc, quelle est la région qui a la plus forte montée de niveau de la mer et de combien elle est montée? Donc, en fait, c'est sur la question de la régionalisation. Est-ce qu'on arrive à prédire de manière assez précise régionalement la montée du niveau de la mer? Alors, en fait, je vais voir si j'arrive à revenir sur la carte. Si je retrouve ma souris. Alors, pardon. Bon, je vais commencer à répondre. Ah oui, voilà. Donc, en fait, c'est
Voilà. On va y arriver. Oui, en fait, je peux y aller directement. Excusez-moi, je jongle avec mes deux écrans. Voilà. Donc, en fait, sur cette carte, vous voyez que le Pacific Ouest a plus monté que le reste. Je vais même enlever ça. Voilà. A plus monté que le reste. Pourquoi? Parce que c'est des zones qui sont déjà chaudes et qui se réchauffent encore plus. Donc là, on a des augmentations qui vont atteindre typiquement 50 cm, entre 40 et 50 cm. Alors, cette carte aussi, elle est sur 25 ans. 25 ans, il y a des variations de l'océan à l'échelle de 25 ans. Par exemple, vous voyez que le Pacifique Est, lui, il a plutôt baissé, hein, les zones bleues. Et ça, c'est lié à des modes de variation décennaux du Pacifique qui font qu'on va avoir un échange de masse d'eau entre les moyennes latitudes, on voit un peu plus de montée des niveaux de la mer, et les zones subtropicales qui vont être moins montées. Donc en fait, ces variations régionales sont liées aux variations du climat et de l'océan et de la circulation, et par-dessus se superpose la montée moyenne, hein, liée à la dilatation de l'océan et à la fonte des glaciers. Maintenant, au niveau local, quand par exemple, si on s'intéresse, on revient à la Nouvelle-Aquitaine, donc là, on voit les côtes de France sur ces cartes globales sont à peu près dans la moyenne, c'est-à-dire une augmentation entre 50 cm et 1 mètre. Sauf que ce que nos modèles ont encore du mal à prévoir, c'est les changements de circulation atmosphérique et océanique, le changement climatique. Donc, si le vent change localement, ça va avoir un impact sur le niveau de la mer. Donc, dans un sens comme dans l'autre, hein, ça pourrait annuler l'augmentation de 50 cm ou la doubler. Donc ça, c'est beaucoup plus dur localement d'aller donner des chiffres précis. Mais encore une fois, les chiffres précis à l'horizon 2100, bon, à part pour faire du sensationnel de journaliste, c'est pas tellement ça qui va nous aider à prendre des décisions. Donc, je reviens à Acclimatera, un des exemples hein, qui était dans les discussions autour d'Acclimatera, c'est qu'il y a un vigneron qui a des parcelles de vignes le long de l'estuaire de la Garonne. Et il y en a un donc, qui est assez proche du niveau de la mer, hein, donc qui sera affecté par une montée entre 50 cm et 2 mètres, disons. Il y a une parcelle, la première parcelle, avec laquelle il fait du vin qui vend à 300 € la bouteille. Et l'autre, la parcelle d'à côté, c'est une piquette. Bon, il la vend, mais évidemment, la décision qu'il va prendre pour les deux parcelles ne va rien avoir, va être très différente pour les deux. Dans le premier cas, il s'en fichera de savoir si c'est 0,50 cm ou 2 mètres, il va faire un mur de 3 mètres, parce qu'il ne voudra prendre aucun risque pour ces bouteilles qui sont extrêmement, ces vignes qui sont extrêmement précieuses pour lui. Dans l'autre cas, par contre, il dira, bon, si un jour ça disparaît, c'est pas très grave, je le laisserai disparaître et j'abandonnerai cette parcelle de vigne. Donc voilà, tout ça pour vous éclairer qu'il y a les scénarios et puis ensuite comment la décision qu'on prend en fonction de ce qui est important pour nous. J'aime bien les exemples sur le vin. Donc maintenant, on a un certain nombre de questions sur les impacts. Alors d'abord, il y a une question sur la notion de tipping point. Donc, quels sont d'après toi les risques de rupture, de basculement provenant de l'océan en fonction du réchauffement et à quelles échéances? Alors, effectivement, on entend beaucoup parler de points de rupture. Localement, on peut et encore, je pensais qu'il y en avait, je viens de lire un article qui dit que ce n'est pas le cas, qu'on peut avoir par exemple des écosystèmes de récifs qui, à force de réchauffement et de pollution, vont finir par plus pouvoir se régénérer. Donc il y a un point de basculement de l'écosystème, hein, c'est-à-dire des algues, des poissons, etc. Bon, apparemment, l'impact commence tout de suite. C'est pas que tout d'un coup, parce qu'un point de basculement, c'est que il se passe pas grand-chose et puis on rajoute un tout petit peu et là, ça bascule. Hein, c'est ça un point de basculement. Parce que sinon, c'est des impacts graduels qui vont être proportionnels à l'impact, enfin, à la pression subie. Donc, de tels impacts, points de basculement, il y en a eu dans des climats glaciaires passés, où en fait, il y avait des calottes polaires, 1,5 km de calottes polaires sur le nord de l'Angleterre, sur le Canada, et il y avait des décharges rapides et extrêmement rapides d'icebergs qui faisaient que la circulation dans l'Atlantique Nord pouvait se ralentir, voire s'arrêter en quelques dizaines d'années, ce qui est assez rapide pour le climat. Donc là, il y avait vraiment un phénomène assez.
Dans des climats chauds, ou interglaciaires, ce qui est notre cas, il n'y a pas d'exemple lié à l'océan de point de bascule de cet ordre. C'est un débat scientifique dans la communauté. Moi, personnellement, de ce que j'ai compris du rôle de l'océan dans le climat, je ne pense pas qu'il y ait de point de bascule. Mais c'est discuté. Hein. Voilà, il y a des arguments. Si vous prenez le rapport du GIEC, ces points-là sont évoqués comme avec de fortes incertitudes. Donc aujourd'hui, si on doit prendre des décisions, c'est extrêmement difficile de dire il faut absolument faire quelque chose dans les 10 ans parce qu'il va y avoir un point de bascule. Non, ça on ne peut pas le dire avec ce qu'on sait aujourd'hui. Merci. Donc maintenant, une question sur les impacts en rapport avec l'actualité récente. Donc si avec un réchauffement actuel de 1 degré, nous avons des phénomènes comme les pluies diluviennes qui viennent de saccager les 3 vallées de la Vésubie, de la Tinée et de la Roya, donc dans la péninsule, à quoi doit-on s'attendre dans le cas du scénario du laisser-faire qui correspondra à un réchauffement de 3 à 4 degrés? Alors, c'est effectivement des questions qu'on se pose, hein, et on tente de répondre à ces questions par nos scénarios. Alors, ces événements, alors au début, ça s'appelait, enfin, il y a quelques années, ça s'appelait des événements cévenols parce que ça n'arrivait que dans les Cévennes. Maintenant, on appelle ça des événements méditerranéens, puisque ça, en fait, ça balaye une bonne partie de la Méditerranée. C'est lié à de l'air chaud qui vient du sud et qui rencontre, en général, il y a une dépression et qui fait des vents de sud-ouest assez importants, et qui rencontre de l'air froid. Et en fait, cet air chaud qui arrive le long des régions montagneuses monte en altitude, se condense et ça fait de la pluie qui tombe. Donc ça, c'est des événements qui sont connus. Les événements cévenols, ils existent depuis toujours. Il y en a des très importants tous les 100 ans ou tous les 40 ans, voilà, avec des dégâts importants à chaque fois. Ce qui se passe avec une atmosphère plus chaude, c'est que une atmosphère plus chaude, elle contient plus d'humidité. Donc, pour chaque degré de réchauffement, on a 7% en plus d'humidité. Alors, ce n'est pas tout à fait ça, c'est en théorie, mais bon, on a plus d'humidité. D'ailleurs, quand vous allez dans les tropiques ou que vous êtes dans votre salle de bain après la douche, vous sentez bien que l'air il est plus chaud et donc plus humide. Donc, la quantité d'eau disponible pour pleuvoir est supérieure. Donc, quand il y a un de ces événements, il pleut plus. Donc, ça, c'est un effet direct du fait d'une atmosphère plus chaude, du réchauffement climatique. L'autre chose, c'est que du coup, des événements qui ont de tels impacts, ils vont se produire plus fréquemment. Ils vont être à la fois plus intenses, on l'a vu, mais aussi, encore une fois, comme le niveau de la mer Turtle, le seuil à partir duquel on va déclencher ça va être plus bas, et donc ça va arriver plus souvent. Donc, pour l'avenir, on peut s'attendre, alors c'est pas facile à quantifier, mais on peut s'attendre à voir ce type d'événement de façon plus fréquente et certainement aussi de façon plus intense. Une autre question sur les impacts est là en rapport avec les vagues de chaleur. Donc, qui part du constat qu'on a eu beaucoup de vagues de chaleur au cours des 2 dernières années, notamment à Paris. Donc, la première question, c'est est-ce que c'était prévu? Et la deuxième question, c'est est-ce que les projections sont capables de saisir les changements de ces événements extrêmes, les changements de ces événements extrêmes? Alors, d'abord sur la partie prévision, une canicule, quand elle va arriver, c'est un événement météorologique, donc ça se prévoit 10 jours au mieux à l'avance. C'est-à-dire que voilà, la canicule, en général, elles sont assez bien prévues par Météo France. Alors, suivant la situation météorologique, ça va être prévu quelques jours, jusqu'à 10 jours à l'avance, hein, ça dépend. Ensuite, la deuxième partie de la question, c'est est-ce qu'on peut prévoir leur occurrence, c'est-à-dire est-ce qu'elles vont revenir plus souvent, est-ce qu'elles vont être plus intenses, etc. Alors ça, oui, on utilise nos modèles de climat. Et aujourd'hui, ce qu'on peut par exemple dire, c'est que si on prend les statistiques des 30 dernières années en France, on a en moyenne 3 jours de canicule par an en France. Hein, dans le scénario du laisser-faire, on arriverait à 40 jours de canicule par an. Un pays complètement différent. Hein, c'est vraiment... Alors aujourd'hui, on n'est plus à 3, on est peut-être à 4-5. L'inertie du système climatique fait qu'on ne va pas rester, on va peut-être monter à 5, 6, 7. Là, je parle en moyenne, pendant une année. Hein, c'est-à-dire pendant l'été, ça peut être pendant 2 ans, il ne se passe rien, et puis il y en a une très grosse la 3e année. Ça on peut pas, on a du mal à prévoir ça, par contre, hein, d'une année sur l'autre, voire même d'une saison sur l'autre. Mais le fait que ça reste 6 ou 7 ou que ça passe à 40, ça va dépendre de notre trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre.
Je vois qu'il y a David qui a levé la main. Donc, David, je te propose de prendre la parole. Je vais allumer ton micro. C'est David? Non, pardon, c'est une erreur, excusez-moi. Pas de souci. Ok, donc ensuite, je vois que j'ai d'autres questions. Ah oui, une question qui demande pourquoi les espèces progressent vers les pôles. Je crois que ça, c'est quand tu as parlé des impacts. Ouais. Oui. Alors, en fait, toute espèce a besoin de conditions climatiques spécifiques. Hein, un manchot là qu'on voit sur cette photo en haut à droite, là, bah, lui, il a besoin d'être dans les zones polaires puisqu'il se nourrit d'espèces qui habitent là, et puis il est adapté à cette température, etc. Le thon rouge de Méditerranée, il vit dans un certain environnement de température et de salinité qui lui sont propices. Donc si l'eau se réchauffe, globalement partout, et ben les conditions propices pour certaines espèces vont se passer plus au nord dans l'océan, ou si c'est sur les continents, par exemple dans les zones montagneuses, plus haut en altitude, pour retrouver la même température qu'avant. J'espère que ça répond à la question. Je pense, ouais. Ok, donc c'est toutes les questions que j'ai reçues sur les onglets questions. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à lever la main. Vous pouvez les poser de vive voix. Ça permettra peut-être de faciliter le dialogue. Et sinon, n'hésitez pas à les poser à l'écrit. Donc, je vais attendre quelques secondes encore, et puis sinon, on pourra commencer à conclure ce webinaire. Donc, j'en profite pour vous dire que demain, il y a le 4e et dernier des webinaires organisés par l'IPSL qui s'intitule L'océan en mouvement vu du ciel et qui est à 20 h et auquel vous pouvez aussi assister en ligne. Donc, s'il n'y a pas plus de questions, je pense qu'on peut remercier Eric. Merci pour cette présentation. Merci pour les échanges avec le public. Ah, je crois qu'il y a une question qui est affichée. OK. Ah si, bravo. OK. Tu as beaucoup de remerciements dans les questions. Merci à vous de votre attention et j'espère que la prochaine fois, on pourra faire ça de façon plus interactive. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui demande si on pourrait avoir le lien de l'enregistrement. Donc, oui, tout à fait. J'imagine que le webinaire est enregistré et sera mis en ligne dans les jours qui viennent. Bah, écoutez, on vous remercie tous pour votre attention et on va vous souhaiter une bonne soirée en attendant le webinaire de demain. Merci à toi, Yona. Merci.